Elbakin.net, le podcast. Actualité, débat, auteurs, séries. L'émission du site de référence de la fantasy francophone. Eh bien, bonsoir à tous, chers podcasteurs, chères podcasteuses. Ce soir, ce n'est pas la douce voix de Geeks qui vous accueille, mais c'est bien Swiss Potato. Et je suis accompagnée de Aka et Erkier pour ce numéro sur les bons livres. Salut. Salut. Alors, finalement, la rentrée littéraire a envahi les rayons des librairies, des médiathèques. Les nominations pour les prix littéraires commencent à pointer le bout de leur nez. Avis et réactions pleuvent pour nous faire lire la dernière plume à la mode ou le meilleur livre de cette année, décennie, siècle, enfin bref, rayer la mention inutile. Et oui, en tant que lecteur, on a tous des livres favoris, des chouchous, des livres que nous avons détestés, surtout Geeks, des livres que nous pouvons recommander les yeux fermés. Mais heureusement, ce ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La diversité fait le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler un bon livre? À quel point les critères sont subjectifs? Un bon livre doit-il être bon pour l'imaginaire collectif ou seulement pour soi? Quand on écrit une chronique, on se pose d'autant plus la question, parce qu'on essaye de donner quand même quelques critères objectifs en plus de dire si on a aimé ou pas. Donc, avec Erkek-Jeter et Swiss Potato, on va essayer aujourd'hui de vous proposer notre ou nos définitions d'un bon livre. Et n'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes d'accord avec nous sur le forum et nous donner votre définition à vous. Bon du coup, on va attaquer dans l'ordre, avant la lecture. Parce que mine de rien, il faut choisir le bouquin. Finalement, c'est quoi la promesse d'un bon bouquin pour vous? Parce que c'est large. Enfin, je sais pas comment vous choisissez vos bouquins. On a fait un petit tour d'horizon de tout ce que... voilà. Moi, je sais qu'à une époque, c'était le résumé point barre. Et j'ai trouvé plein de trucs bien comme ça, sans me poser trop de questions. En réalité, il faut pas se mentir, on se dit rarement « Ah, j'ai vachement envie de lire un livre nul ». Bon, sauf Geeks, visiblement, qui a peut-être des moments où il a envie de lire des livres nuls. Bon, moi, ça m'arrive, mais c'est parce que je dois les chroniquer que j'ai pas le choix. Mais dans ces cas-là, on sait déjà dans quoi on met les pieds, on le fait volontairement, et on se prépare soit à rire, parce que des fois, franchement, c'est drôle, même quand c'est nul, soit à souffrir, parce que des fois, c'est vraiment dur quand même. Mais en général, on cherche plutôt à lire un bon bouquin, évidemment, et pour ça, du coup, il y a plein d'indicateurs possibles. Plein. Mine de rien. Alors moi, le premier qui me vient à l'esprit, c'est la familiarité déjà. Disons que si c'est un auteur qu'on connaît, qu'on aime bien, si c'est un univers qu'on connaît, qu'on aime bien, c'est assez bien pour entamer, pour se dire que ce livre va peut-être nous plaire. La maison d'édition aussi, c'est vrai, ouais. Je sais que Kalidor, notamment, mais parce que c'est très particulier aussi, enfin parce qu'ils ont une ligne éditoriale qui est vraiment très marquée, très précise. Ouais. J'avoue, pour les auteurs, moi c'est Pascale Kivigé. Je pense que je vais faire de la pub pour Pascale plein de fois. Mais clairement, elle, maintenant, depuis que j'ai lu Le Royaume de Pierre d'Angle, clairement, elle sort un bouquin, je me jette dessus. Moi, j'ai ça avec Guy Gabriel Kay, je fais pas de mystère là-dessus. Ah bon? Ah bon, vraiment, quelle surprise! Mais on en a d'autres, des auteurs comme ça qui ont fait... on avait Merwin Tonnell à une époque dans le podcast qui ne jurait que par Erikson. Giggs qui, je pense, a lu pas loin de tous Anderson. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il est de cette église-là, lui. Ouais. Donc voilà. Moi, j'avoue, je crois qu'il y en a pas beaucoup, en fait. À part Pascale Kivigé, parce que là, en plus, elle sort des trucs régulièrement, donc. Mais sinon, je crois que c'est à peu près la seule, en vrai. Je comprends à la rigueur plus sur les maisons d'édition, en vrai. La maison d'édition, ça dépend s'ils ont une ligne éditoriale très très marquée ou pas. Pour Kalidor, moi, je sais que j'ai envie de l'acheter parce que la démarche de la maison d'édition m'intéresse. Et du coup, je trouve ça rigolo, etc. Moi, par exemple, de Saxus, c'est soit j'ai envie de bazarder ce qu'ils ont envie de sortir, enfin ce qu'ils vont sortir, soit ça m'intéresse. Enfin voilà, je suis un peu en mode j'aime pas trop ce qu'ils font, mais j'en prends quand même, quoi. Ça dépend vraiment, mais je remarque que généralement de Saxus, je prends les bouquins qui sont conseillés par Samantha Shannon, donc voilà.
Ah, pour le coup, si, moi, il y avait une maison d'édition dont je dois avoir un certain nombre de bouquins, mais qui n'existe plus. C'était les éditions de l'Oxymore, qui étaient dirigées par Léa Silol il y a un petit moment maintenant, mais qui, pour moi, a été une chouette porte d'entrée dans plein de trucs et qui m'a fait lire plein d'auteurs différents aussi. Et pour le coup, ouais, je les ai toujours d'ailleurs, pour le coup. Et je les garde précieusement parce qu'ils sont introuvables. Mais, mais ouais, sinon je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas des masses. Après, ou alors c'est des gens avec qui je travaille, donc j'évite. Voilà, c'est un peu différent le rapport que j'ai avec eux. Bah oui et non, parce que du coup, il y a cette familiarité, il y a d'autant plus cette familiarité. Si tu les connais, tu sais que t'aimes bien comment ils réfléchissent et tu peux... Oui, mais comme. Enfin, pour le coup, oui, bien sûr. Et je sais pourquoi je travaille avec eux, effectivement. Mais du coup, c'est un rapport qui est différent, Oui. parce qu'il y a aussi des titres qu'ils publient que j'aime pas forcément, mais dont je comprends pourquoi ils le publient. Puis sinon, ensuite, si on a fini sur la familiarité, on a les prix littéraires. Ah, quelle purge. Ouais, alors moi, personnellement, je vais jamais suivre un prix littéraire, à part éventuellement celui d'Elbakin. Tout simplement parce que j'ai d'autres critères qui me semblent plus personnels et je préfère plutôt que les conseils de quelqu'un dont je connais un peu les goûts. Donc comme je suis Elbakin, je commence à connaître un peu les goûts des différents chroniqueurs, donc ça passe. Mais sinon, ouais, les conseils d'un inconnu sur des critères qui sont pas forcément les mêmes que les miens, je m'en méfie beaucoup. Oui, puis on a bien vu cette année pour le prix de l'imaginaire Babelio avec Herké, on l'a lu les deux. Je crois qu'on était un peu en mode, on comprend pas trop pourquoi il a eu le prix de l'imaginaire. Pas du tout. Donc ouais, moi, honnêtement, c'est pas la première fois où j'ai un prix littéraire qui me déçoit. Donc maintenant, ça me fait passer l'envie. En fait, je vois, il a plus un prix littéraire, je vais pas le lire en fait. Ça me donne plus vraiment envie. Après, on peut faire une distinction aussi au milieu des prix littéraires. Moi, j'avoue que je suis aussi un peu dans le même camp. Je suis pas mal échaudée par les prix. Déjà parce que si on creuse un peu, c'est là où pour moi il y a quand même deux types de prix. Il y a notamment les prix des lecteurs, qui à mon avis sont déjà plus intéressants. Je crois que c'est les Imaginales où tu as un prix des lycéens ou ce genre de trucs. Ça, je trouve que ça peut avoir un intérêt parce que en gros, c'est des vrais lecteurs derrière qui donnent un avis qui leur est certes très personnel. Mais je trouve que ça a quelque part, pour moi, d'une certaine façon, plus de valeur, même si ça va pas me pousser à lire quelque chose, que les prix plus institutionnels, on va dire. Et là, vraiment, c'est le regard que moi j'ai dessus. Ça n'engage que moi. Et si je lis des trucs qui plaisent pas, c'est à moi qu'il faudra en vouloir, pas Elbakin, par pitié. En m'en cherchant un peu, je me suis rendu compte surtout que ça marchait quand même beaucoup par réseautage et copinage. Sachant que l'imaginaire français est quand même un petit milieu, donc finalement c'est des gens qui se connaissent tous. Et quand tu vois qu'il est possible, en tant que membre du jury, de s'auto-décerner un prix spécial, je suis désolée, mais alors la crédibilité du prix derrière, au secours, quoi. Alors après, les prix des lecteurs, je suis pas forcément d'accord, notamment le prix Babelio, où vraiment Mais apparemment, on est les seuls à pas être d'accord, parce que j'ai discuté avec d'autres personnes qui n'ont pas décerné le prix Babelio, qui n'ont même pas voté pour. Ils ont beaucoup aimé ce livre. Donc nous, je pense qu'on a, mon ami, a dû rater quelque chose. Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je me suis ennuyée. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement niais et paresseux. Enfin, de toute façon, je l'ai écrit sur la chronique. Voilà, au secours, quoi. Vraiment. Après, chacun lit bien ce qu'il veut, mais et j'ai pas de problème avec le fait que les gens le lisent. Mais ouais, j'avoue, le prix, ça, je sais pas. Voilà, oui. Peut-être d'autres trucs qui valaient le coup. Mais bon, après, ouais, effectivement, il y a les chroniques aussi, toutes les chroniques, les critiques. Bon, il y a évidemment celles sur Elbakin, mais pas que, on n'est pas les seuls. Évidemment, on peut dire plus largement les prescripteurs. Il y a les revues, les quelques revues encore qui publient des critiques. Il y a les sites de référence dont fait partie Elbakin. Il y a des blogs, mine de rien, ça vit encore. Et je pense à Apophis notamment. Apophis a quand même aussi son cercle de lecteurs... qui connaissent, qui à force connaissent leurs affinités, on va dire, avec lui. Il y a tout ce qui était Booktube, mais ça c'est déjà pour les vieux, parce que maintenant c'est le BookTok. Oui. Mais il y a aussi Instagram. Enfin bref, il y a tout un tas de réseaux sur lesquels aujourd'hui il y a des gens qui partagent leurs avis et qui ont des gens qui viennent chercher ces avis-là. Et on avait oublié de citer ça, mais c'est aussi très important. Il y a aussi votre libraire préféré, qui en général connaît vos goûts, ou votre bibliothécaire adoré, qui finit aussi par connaître vos goûts, mine de rien. Et on a parfois des bonnes surprises par ces biais-là.
Je pense que dans ces cas-là, de toute façon, que ce soit via les réseaux ou en réel avec un libraire ou un bibliothécaire, on va de toute façon avoir tendance à se fier à quelqu'un où on sait qu'on partage plus ou moins les mêmes goûts. Enfin, je sais pas, mais je sais qu'il y a des gens dont je lis, ça m'arrive d'aller lire parfois les avis sur Babelio, je sais qu'il y a des gens, bon, clairement, on n'a pas les mêmes avis. Quand ils mettent 5 sur 5 à des bouquins où moi je me suis fait suprêmement chier, bon, je sais qu'on n'a pas les mêmes goûts. Et il y en a d'autres où je me retrouve un peu dans les critiques qu'ils peuvent faire sur le bouquin, donc ça peut être un moyen d'aller découvrir des bouquins aussi, de se dire, bah, telle personne qui d'habitude a à peu près les mêmes goûts que moi a trouvé ça cool, allons voir ce que ça donne. Je sais pas si vous allez, si vous avez des références de ce côté-là un peu, mis à part Elbakin, bien sûr, dont vous lisez toutes les chroniques avec régularité et passion, bien sûr. Exactement. Non, mais en vrai, je dois dire que je suis un peu flemmard et je vais pas beaucoup à la pêche et je me base beaucoup sur Elbakin ou sur, on y reviendra après, sur le bouche à oreille. J'ai un libraire qui est relativement bien fourni en fantasy, mais sans être vraiment spécialisé dedans, donc qui généralement connaît pas beaucoup plus de choses que ce que je peux rechercher. Et au niveau internet, je me fie essentiellement à Elbakin. Ouais, moi c'est différent parce que souvent les livres je les commande et puis je les ai en main après, donc c'est vraiment un des moyens qui me donne envie de le lire, c'est quand je l'ai en main parce que je peux voir la couverture, je peux lire le résumé, je peux lire quelques pages quand quand je m'en occupe pour le travail. C'est vrai que je regarde assez peu les chroniqueurs, que ce soit sur Insta, alors j'en suis parce que des fois on peut pas tout suivre dans les parutions. Et puis par exemple là on s'est dit oui, il faudrait peut-être qu'on prenne quelques ouvrages de romantasy. Moi j'avais pas envie de prendre des ouvrages de romantasy basiques, donc je suis allée voir des chroniqueurs que je sais que je peux leur faire confiance et j'ai commandé chez eux. Mais globalement moi, c'est vraiment quand je le reçois, quand je l'ai dans la main, quand je peux voir la couverture, quand je peux j'ai pas cette relation avec les chroniqueurs puis même avec la librairie aussi, c'est compliqué d'avoir une librairie spécialisée dans l'imaginaire où je suis, donc il y en a une qui vient d'ouvrir. On verra si on arrive à s'échanger des bons plans, mais voilà. Après, en bibliothèque, le truc, bon, c'est évidemment pas ton cas, vu que toi, tu es spécialisé un peu et que des lecteurs peuvent se tourner vers tes goûts. Mais c'est pas forcément simple de trouver des bibliothécaires qui sont un peu calés ou qui sont associés au bon rayon aussi, parce que des fois, il y en a, mais ils bossent pas sur ce rayon-là. Mais je sais que ça peut amener, j'ai un peu bossé en bibliothèque aussi, je sais que parfois ça peut amener quand même à faire lire des trucs un peu sympas aussi. Mais bon, je sais que c'est comme ça. Enfin, j'ai réussi à faire lire de la fantaisie à des gens qui étaient pas du tout dans ces trucs-là et ça a quand même à peu près matché. Et quand tu vois un peu la personnalité des gens, ça peut aider. Oui, là aussi, c'est vrai que moi j'ai eu des lecteurs, j'en ai un, il voulait se remettre à lire, puis il voulait des nouvelles, mais il voulait pas il aimait bien les trucs un peu historiques, mais pas trop. J'ai quand même réussi à le faire repartir avec Sélestopol. Je sais pas ce qu'il en a pensé, mais voilà. Enfin, c'est vrai que des fois c'est aussi le côté, faut être avec la bonne personne au bon moment, et puis avec les tournus qu'on a dans les équipes, c'est un peu compliqué de toujours tomber sur le ou la bonne bibliothécaire quand on y va. Ouais, c'est clair. Après, il y a le marketing, parce que mine de rien, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Pour les plus jeunes, ou ceux qui n'ont pas fait attention, il y a encore quelques années, c'était interdit les pubs pour les bouquins. Ah ouais ? Et c'est réautorisé. Ouais, il me semble bien que c'était interdit, on n'avait pas de pub pour des bouquins. C'est relativement récent. Ouais, c'est possible. Enfin, dans mon souvenir, on n'avait pas ça avant. Moi, je ne saurais dire, je ne suis pas dans le même pays. Oui, toi tu triches. Mais nous, a priori, je crois que c'était interdit et que ça c'est relativement récent. Mais en plus, c'est pareil, les réseaux sociaux, ça a fait des grosses... je pense que ça a quand même pas mal changé la donne là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de com qui est faite de ce côté-là maintenant. Je sais que les éditeurs mobilisent beaucoup les influenceurs. Les services presse ne tournent pas que auprès de gens... pas que auprès de journalistes. Je sais que effectivement, les réseaux sociaux sont pas mal arrosés aussi de ce côté-là. Arrosés, non pas en pognon, mais j'ai juste les services presse sont transmis et du coup, il y a des retours en avance aussi de prescripteurs de cet ordre-là. Mais bref, ouais, le marketing autour... Ce qui me fait rire souvent, c'est vous avez toujours les recommandations d'autres auteurs derrière, où ça peut ou pas donner une idée, parce qu'en général, c'est pareil, c'est des potes entre eux.
Moi, j'aime beaucoup, parce que des fois, je trouve qu'il y a des trucs complètement éclatés dessus. Alors évidemment, c'est de mon cru, ça n'existe pas, ça n'a jamais été marqué sur des bouquins, mais c'est limite, on vous vend le Tolkien italien, le livre préféré de Timothée Chalamet, visiblement ça fait vendre aussi, le nouveau chef-d'œuvre de la fantaisie vosgienne, pour ceux qui aiment le terroir, ou un roman qui ravira les fans de Conan et des Schtroumpfs, parce qu'il faut faire des grands écarts aussi des fois. Celui-là, je l'achète direct, hein. Franchement. Ouais, ça a l'air d'être intéressant au moins. J'ai cherché à cumuler des trucs que je trouvais improbables et je me suis dit, en vrai, je crois que j'essaierai aussi. Conan et les... Finalement, on continue à donner des idées de trucs à écrire s'il y a des gens qui ont besoin d'inspiration. Après, c'est vrai qu'aussi quand il y avait les séries, enfin Game of Thrones qui était sorti, t'avais tous les bouquins de fantasy où il y avait un dragon, c'était automatiquement un Game of Thrones-like. Hein. C'était même si ça avait rien à voir. Le successeur de Game of Thrones. C'était ça. Je pense que tous les bouquins de fantasy avec un dragon étaient les successeurs de Game of Thrones. Mais t'en as eu encore pas mal relativement récemment. Et c'est là où je commence à me dire que ma notion de récent, bon, voilà. Mais toutes les histoires de lutte pour le pouvoir, c'est un Game of Thrones au féminin. Tu fais, sérieux, vous pouvez pas écrire autre chose Mais oui, bon, voilà. En tout cas, il y a des gens peut-être avec qui ça fonctionne, parce que sinon ils arrêteraient de le faire, je suppose. Après, c'est vrai qu'on a eu le cas relativement récent d'un gros bid de ce côté-là. Enfin, pour le coup, c'est de l'auto-édition, donc c'est un poil différent. C'était une autrice qui a fait visiblement sa pub sur Instagram, sur TikTok. Sur TikTok, tout à fait. Et qui a visiblement bien fonctionné, la pub en tout cas. Elle avait fait pas mal de précommandes et au final, quand le bouquin est arrivé, les retours ont été... calamiteux, je pense que c'est le minimum. Je sais quoi, 1,6 sur 5 sur Goodreads, je crois, quelque chose comme ça. Elle s'est peut-être un peu survendue, quoi. Oui, alors après, voilà, c'était présenté comme le fruit de 10 ans de travail, sachant que c'est une autrice qui a 22 ans, que c'est de l'auto-édition, et visiblement, il y avait des problèmes d'édition pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, c'est un peu logique aussi, mais avec un style maladroit, une histoire incohérente, bref, elle en a pris plein la poire derrière. Et visiblement, elle a annoncé une version révisée qu'elle corrigée, en tout cas. Mais comme quoi, ça fonctionne des fois, mais pas tant que ça, parce que visiblement, en tout cas, elle en a vendu pas mal. Mais voilà, il y a eu un retour qui m'a fait un peu penser, du coup, à Blood of Hercules de Jasmine Masse, que j'ai eu le plaisir de lire et de chroniquer. Où vous aviez bien ricané parce que les retours américains étaient aussi assez particuliers. Enfin, les retours étaient pour le coup assez mitigés. Il y avait des gens qui disaient que c'était vraiment écrit mal. On va se contenter de ça. Et pour le coup, ça n'a pas empêché le bouquin de faire sa vie. Il a été traduit. Et en tout cas, en France, visible. Pour le moment, les retours sont pas calamiteux. Enfin, c'est mitigé, mais si vous allez voir sur Babelio, le bouquin, il est bien noté. Bon, tout est bien noté sur Babelio, mais donc voilà, enfin, comme quoi, bon, le marketing, ça, mine de rien, ça marche. Parfois, il y a un retour derrière qui n'est pas forcément très agréable, mais en tout cas, on arrive quand même à vendre des trucs parfois improbables, on va dire. Et c'est souvent pas mal d'investissement. Mais ça ne fait pas un bon livre. Mais ça ne fait pas un bon livre. Je crois que j'ai jamais... je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un bouquin qui était survendu, entre guillemets, par l'éditeur et de m'être dit, ah ben en fait, pour une fois, je trouve que si. Je trouve que ça vaut le coup. On a vu des pubs dans le métro parisien pour les livres de Robin Hood. Le dernier cycle de l'Assassin Royal, je crois. Oui, qui est a priori pas c'est pas le pire. C'est ça. Après, ça fait partie ils prennent pas grand risque, quoi. Robin Hood, je pense que elle en vend par palette, quoi, ces bouquins. Oui. Et je trouve ça, du coup, toujours un peu dommage, parce que finalement, c'est toujours un peu les mêmes noms qui sont mis en avant. Oui, tout à fait. Et il y a tout plein d'auteurs qui restent... malheureusement trop méconnu. Malheureusement, c'est vrai partout. Oui, bien sûr. Et parlant marketing, il y a aussi les couvertures qui font partie aussi de ce côté marketing. Moi, je ne crois pas avoir déjà acheté qu'un bouquin pour sa couverture, mais c'est indéniable qu'une belle couverture va attirer l'œil et puis du coup, on va lire la 4e de couverture. Ouais, c'est plutôt ça. Je suis assez d'accord. Moi non plus, j'achète pas sur la couve, mais ça m'est arrivé plein de fois de prendre un bouquin parce que la couve m'intriguait. Ça m'est arrivé aussi plein de fois de reposer en me disant « Oula, non !» Parce que justement, t'as la 4e, heureusement, qui vient... Bon, il y a le jaspage, mais est-ce que vraiment c'est ça qui fait vendre ? Je suis pas sûre. Visiblement, oui. Même si nous, on est lassés du jaspage, visiblement, ça marche assez bien. Hein.
Enfin, il suffit de voir, c'est De Saxus qui a annoncé qu'ils allaient faire que des bouquins jaspés et des bouquins de poche. Ok. Donc, ça doit quand même marcher. Ça doit quand même Cela dit, marcher. j'ai vu que maintenant, il y avait une nouvelle technique pour ranger sa bibliothèque, du coup, c'est que tu mets Enfin, en gros, tu montes le jaspage et pas la couverture, quoi. Oui, la tranche. Ah Oui. oui. La Ouais. tranche, oui, tu fais le... Tu ne montes que des jaspages. Oui, Ce qui est très t'es- con parce que du coup, ils prennent la lumière et ils vieillissent encore plus vite. Oui. Oui, c'est... Mais ça fait joli sur Insta Mais c'est et joli. TikTok. D'accord. Pourquoi pas, écoute. Ouais, j'ai vu des photos comme ça en achetant des bouquins d'occasion de personnes qui photographient devant leur bibliothèque et je me disais, mais c'est bizarre, il n'y a pas de titre. Ah non, c'est le jaspage en fait. Ok, très bien. Mais du coup, tu sais ce que c'est comme bouquin Parce qu'il faut connaître, parce que les motifs de jaspage, je trouve, se répètent aussi un peu. Mhm. Oui, clairement. Mais bon, bah du coup, il y a la 4e de couve, le résumé évidemment, hein, parce que ça c'est important. C'est important, mais c'est vrai que pour moi, ça suffit pas. J'ai trop d'expérience de résumés finalement trop survendus, trop mensongers, ou alors qui dit des choses qui spoilent trop à mon goût, que finalement je le lis même assez rarement le résumé. Moi, je le lis encore parce que, alors personnellement, moi, ça m'aide à savoir si ça va pas tomber dans les 25 clichés que je ne supporte plus dans les bouquins. Et après, ouais, c'est vrai que mais j'ai quand même aussi une ou deux mauvaises expériences où tu lis le résumé, puis t'arrives au milieu du livre, mais est-ce que la personne qui a pondu le résumé a lu le résumé, a lu le livre en fait, pardon. Eh ben pas toujours, je pense. Non. Parce que moi, ça m'est arrivé de corriger, parce que je corrige aussi, du coup, pas juste le texte, mais on fait aussi corriger normalement les 4e de couve. Et j'ai le souvenir d'avoir eu une 4e de couve où il y avait une erreur sur le nom du héros. Et je crois qu'il y avait une erreur aussi sur le nom de sa meuf. Alors que c'était quand même assez central dans le bouquin. Et tu fais, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc je ne sais pas. Mais alors j'avoue que moi j'ai eu plein de bonnes expériences pour le coup. Mais il y a quand j'étais toute jeune lectrice en fantasy, en tout cas. C'était vraiment mes débuts en fantasy quand j'ai commencé à en lire vraiment beaucoup, où j'allais chez Gibert à l'époque, à Paris, et où globalement je me perdais dans le rayon et je lisais un titre qui me faisait envie, je lisais le résumé, si ça me plaisait et que le bouquin était à un prix correct, en gros, il y avait des grandes chances que je l'embarque. Et j'ai honnêtement pas le souvenir d'être tombée sur des trucs nuls. Mais alors, le volume de parution à l'époque, on parle quand même ça devait être il y a 25 ans. Waouh, ça fait mal. Euh, C'était quand même pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Et pour le coup, ouais, je pense que les David Calvo, à l'époque, était signé David Calvo. Toutes mes excuses pour le coup. Donc Sabrina Calvo, Mathieu Gabory, tout ça, je pense que je les ai découverts un peu au pif. Et franchement, ça a été des super découvertes pour moi. Enfin voilà, moi j'ai pas de mauvais souvenirs à cette époque. Par contre, aujourd'hui, beaucoup plus de résumés. Où je me dis pourquoi pas, et où au bout de 20 pages, je me fais mais c'est mort, jamais je lis ça. J'ai eu une expérience de résumé que j'ai trouvé très curieuse ces derniers temps. C'était sur le dernier de Schwab, Quand nos os retourneront à la Terre, que j'ai fini de lire il y a pas très longtemps, enfin que j'ai reçu il y a pas longtemps et que j'ai lu dans la foulée. Et pour le coup, j'ai trouvé que le résumé vraiment vendait très mal le bouquin. Parce qu'en fait, il te survendent une relation toxique, en gros, sachant que le bouquin fait dans les 750 pages à peu près. Donc tu te dis 750 pages de relation toxique, moi j'ai déjà envie de crever. Et en fait, tu as à peu près 500 pages où il n'est absolument pas question de cette relation. Et vraiment je trouve que la 4e est assez mal foutue parce que j'ai trouvé qu'on survendait beaucoup ce truc-là et que finalement, sur les 750 pages, ça vient que à la fin, enfin dans le dernier tiers. Et que le dernier tiers, c'est quand même pas... vu le pavé, bah, ça a quand même tout le reste. Et je trouve que tout le reste passe beaucoup à la trappe. Et c'est un peu dommage. Bon, ça veut pas dire que j'ai adoré le bouquin pour autant, mais j'ai trouvé ça finalement moins terrible que ce à quoi je m'attendais à la lecture du résumé, quoi. Moi, je me souviens d'une 4e de couverture que j'avais trouvé absolument géniale. Alors, qui m'a pas fait acheter le livre parce que je l'avais acheté avant de la lire. Mais c'est celle du premier tome du Nom du Vent, où la 4e de couverture, en tout cas sur l'édition anglaise que j'avais, ou américaine, ça devait être la version Tor, c'était pas du tout un extrait ou quoi que ce soit, mais c'était à la première personne, je m'appelle Quoth, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et qui spoil à mort, parce qu'en fait,
il fait les trucs qu'il a fait alors que tu les vois même pas dans le premier tome. Certains que tu n'as toujours pas vus. Parce qu'il s'appelle King Killer Chronicles et il a toujours pas tué de King dans cette histoire-là. Mais la 4e de couve était absolument géniale, quoi. C'était hyper accrocheur. Ouais, j'avoue, mis à part celui-là récent où j'ai trouvé que c'était un peu à côté de la plaque, j'ai pas de. Mais encore une fois, moi, il y a plein de résumés qui m'ont donné envie suffisamment et où derrière, j'étais pas déçue. Donc, mais je suis devenue beaucoup plus difficile. Et ben pour finir, moi quand même le facteur numéro 1, ça reste le bouche à oreille. Alors ensuite, c'est un bouche à oreille qui peut être un peu étendu puisque finalement dans Elbakin on connaît beaucoup de gens, on peut savoir aussi de qui a lu quoi, etc. Et sur le forum, on a un certain niveau de clavier à œil plutôt que de bouche à oreille, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi le plus parce qu'il y a ce côté personnalisé. C'est quelqu'un qui va te dire, bah, je connais ce que tu lis ou alors tu connais ce que je lis et moi j'ai trouvé ça très bien ou je te déconseille ça. Oui, puis aussi, je sais pas, moi je trouve aussi, au niveau de la passion, l'envie qu'on peut transmettre, comme on disait avant, on peut intéresser des gens qui sont pas forcément portés sur l'imaginaire. Moi, comme j'ai dit, j'ai eu des lecteurs, ils étaient pas spécialement motivés par l'imaginaire, puis je leur disais oui mais celui-ci il est trop bien, il se passe, enfin c'est pas comme alors déjà si je leur dis que c'est pas comme le Seigneur des Anneaux, qu'il n'y a pas 15 000 noms à retenir, ça aide beaucoup, et du coup ils repartent avec, puis après ils sont tout contents, et puis je sais pas, c'est vrai que moi aussi j'ai des collègues qui s'intéressent à des domaines qui sont hors de ma zone de lecture habituelle, ils en parlent avec tellement de ferveur que tu te dis je vais en tester un ou deux, et puis t'essayes aussi. Et puis je crois qu'aussi, comme exemple récent, il y a eu La femme de ménage qui a plus ou moins marché sur le bouche à oreille avant d'exploser toutes les ventes. Donc, j'entends, c'est une folie furieuse, quoi. Pardon, je devrais pas dire ça comme ça, mais c'est absolument dingue le phénomène de La femme de ménage. Enfin, je crois que les 4 premiers bouquins squattent les premières places des classements, et même je crois que c'est un peu cette année, il n'y a aucune chance pour la rentrée littéraire en fait. Ok, j'en avais même jamais entendu parler. Non mais la femme de ménage, enfin sur nous on regarde les listes de réservations, on a beau avoir 4 ou 5 exemplaires, on a 10-15 réservations dessus. Enfin c'est la folie, enfin c'est vraiment un phénomène qui de ce que j'ai vu est autant passé par le marketing que par des gens qui disent ah oui c'est trop bien quoi. Oui, mais puis je pense qu'effectivement, comme tu dis, quand il y a le facteur passion, entre guillemets, t'as la façon d'en parler. Moi, j'essaye désespérément de hyper les gens à lire Dunsany, mais ça marche pas beaucoup. Mais alors que c'est formidable, Dunsany, mais pas La fille du roi des elfes. Mais je pense que oui, effectivement, la passion, ça peut aider. Donc, nous venons de conclure sur avant la lecture, et maintenant nous avons pendant la lecture. Qu'est-ce qui fait que nous trouvons que c'est un bon livre ? Oui, et c'est là qu'on va vraiment parler du vif du sujet, de ce qui est un bon livre pour nous. Donc je trouve que assez souvent on se rend compte rapidement si le livre que l'on a entre les mains nous plaît ou pas. On a plein de facteurs, le langage, le style d'écriture, les thèmes abordés, ce sont des critères qui sont assez rapidement évaluables. Ensuite, t'en as d'autres qui sont le scénario ou les personnages qui vont peut-être prendre un petit peu plus de temps à se construire. Mais donc, c'est des critères qui sont, pour moi, tous très, très subjectifs. C'est-à-dire que ce qui est un bon livre pour moi ne sera pas forcément un bon livre pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai quand même tiré, je pense, trois critères qui sont pour moi les plus importants, qui sont le style, le scénario et les personnages. Donc, sur le style, et c'est là que j'ai presque envie de penser que c'est le critère le plus subjectif. Moi, j'aime dire avec un certain snobisme que je trouve que Proust, c'est mal écrit. Mais je maintiens que j'ai dû lire tout un tome de À la recherche du temps perdu pour que le style ne soit plus un frein à mon plaisir, quoi. Vraiment, pendant un tome, je me suis dit, c'est dur à lire. Je relisais les phrases parce que je les comprenais pas, tout simplement. Il fallait que je revienne dessus, que c'était vraiment pénible dans le style. L'histoire, pouvait plaire ou pas, c'est encore autre chose. Je précise que je n'ai pas dépassé le premier tome, hein, j'en ai quand même lu qu'un. Mais c'est quand même symptomatique. Voilà. Mais tu vois,
c'est pas le cas pour toute la littérature qu'on peut appeler blanche entre guillemets, parce que par exemple j'ai trouvé Madame Bovary extrêmement bien écrit, ce qui m'a permis d'apprécier ce livre qui est quand même globalement l'histoire d'une nana qui se fait chier. Donc c'est pas hyper passionnant, mais le texte était vraiment sympa. Donc Alors, je sais pas, je l'ai pas lu moi. bah vraiment. On a un très mauvais souvenir du lycée, donc. Mm. Mais bon, Ça, c'était une lecture imposée, donc. Ah oui. Oui, il y a ce problème-là aussi. Ça aide pas ça les lectures imposées. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que dans Flaubert, autant j'ai vraiment bien aimé Madame Bovary, autant j'ai pas tellement accroché à Salammbô. Alors que c'est plus dans les thèmes fantasy, c'est plus quelque chose qui devrait me plaire. Mais je sais pas, le style m'a moins plu. Bon. Donc la question c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'un livre est bien écrit? Est-ce que il y a des axiomes précis sur lesquels on peut se baser pour dire que c'est bien écrit? Moi je les connais pas en tout cas, j'en doute. Pour moi, un livre est bien écrit, c'est un livre dont le style va participer au plaisir de lecture. Il y a vraiment ce côté-là où le style doit apporter quelque chose à la lecture et du coup rester dans la même ambiance, dans le même thème. Je vais trouver des livres bien écrits qui vont être très directs, très efficaces parce que ce qui nous intéresse c'est le roman d'aventure ou je ne sais quoi. Et il n'y a pas besoin de s'embêter avec des fioritures. Et à côté de ça, je vais trouver que d'autres livres ou qui sont peut-être plus contemplatifs ou plus où justement on va essayer de garder cette recherche d'écriture qui va apporter quelque chose au livre. Moi, un des exemples que j'aime beaucoup, c'est Jonathan Strange and Mr. Norrell, parce que dans tout ce livre, alors je précise que je l'ai lu en VO, donc ça aide peut-être aussi pour le côté british, mais tout dans ce livre transpire le thé, le shortbread, le plaid, excusez-moi, en laine, alors qu'il pleut dehors, on a envie d'être auprès de la cheminée et le livre parle avec un accent anglais. Enfin, c'est génial parce qu'il y a ce côté extrêmement british jusque dans le style de l'autrice. Donc Alors je l'ai lu en VF et ça m'a fait le même effet quand même. Ouais, écoute, c'est que le traducteur a très bien réussi à garder ça et je le salue parce que ça doit mine de rien pas être aussi simple que ça. J'imagine que le travail du traducteur pour garder justement un style tout en l'adaptant, parce que pour garder un style british en français, j'imagine que c'est un peu de travail. Oui, et puis il faut pas oublier, une traduction c'est toujours une adaptation, quoi qu'il arrive, mais oui, c'est un exercice qui peut être hyper difficile. Mais j'ai un très bon souvenir, moi je lis pas en anglais, donc je lis des trad forcément, et j'ai un très bon souvenir aussi de Strange et Norrell, et pour le coup, ouais, j'ai vraiment effectivement le même souvenir que toi de ce côté, enfin très très british quoi. Et puis pour parler un peu de nos lectures, là, ma lecture actuelle, je lis La Maison des Jeux. J'ai envie de dire, le bouche à oreille et le maquignan a assez bien marché. Et là, franchement, moi, j'arrive pas à le lâcher. J'étais vraiment partie en mode, oui, je vais faire une petite lecture tranquille de quelques pages le soir. J'ai l'intégrale. Je pense que chaque soir, j'ai lu une partie. Il y a 3 parties dans La Maison des Jeux. Et je sais pas, j'arrive pas à lâcher. Et là, c'était ce que j'étais en train de réfléchir. C'est écrit en nous. Et en fait, j'ai un peu l'impression que ce nous, c'est une caméra qui tourne autour des persos qui sont concernés. Et qu'en fait, on voit ce qui se passe, mais enfin il y a vraiment cette espèce de côté un peu cinéma où on voit ce qui se passe comme dans un documentaire ou un reportage, mais en fait on ne sait pas qui est ce nous, en tout cas là où j'en suis. Donc là par exemple, oui il y a des trucs sur lesquels on se doute sur deux trois points, mais enfin voilà, j'arrive pas à lâcher quoi, ça marche. Pour moi son style ça marche super bien sur moi par exemple. Et pour le coup, effectivement, il suffit de discuter en général avec d'autres gens qui lisent pour se rendre compte qu'on a clairement pas qu'on a tous effectivement un jugement différent sur ce que c'est que le style et sur ce que c'est le style qui accroche. Moi, j'avais beaucoup aimé aussi La Maison des Jeux, surtout le premier. Je pense que c'est le premier que j'ai préféré pour le coup. J'avais un peu moins aimé le deuxième, je crois. Ah, c'est pareil, mais c'est marrant, sur le forum, c'est presque le contraire. Ils ont plus, en tout cas, les trucs que j'avais lus, ils ont plus préféré le 2 que le 1. Parce que le 1, la première partie, il y a trop de personnages par rapport à d'autres, mais vu que... Les gens n'ont aucun goût, évidemment.
Mais oui, non, bah, pour le coup, moi, je suis effectivement plutôt, j'avais été plutôt prise par le premier, un peu moins par le deuxième, et le troisième. Puis t'as envie de savoir aussi le fond de tout ça, enfin le fil qui relie ces trois histoires, mais oui, et justement, pour le coup, peut-être que c'est là aussi où on se rend compte qu'un bouquin qui est bien écrit pour quelqu'un va pas forcément être bien écrit pour quelqu'un d'autre. En l'occurrence, moi, c'est pas Proust, j'y ai jamais touché. Mais moi, c'est Balzac que je déteste. Voilà. Balzac, moi, j'ai lu Eugénie Grandet quand je devais être en 5e ou en 4e, et pitié, quoi. Au secours, vraiment. C'est juste, on s'emmerde, en fait. C'est même pas une question de style, il se passe rien, et c'est chiant, et c'est juste chiant. Et moi, ça m'a vacciné des classiques, et je crois que j'ai quasi plus rien lu après, à part les lectures obligatoires. Je crois que Eugénie Grandet, c'est un des seuls livres que je n'ai pas fini. Avec 50 nuances degrés. Donc voilà, je compare Balzac avec 50 nuances degrés, je ne me souviens plus. Ouais, mais il faut oser. Il faut oser, c'est... Mais oui, alors après, moi je sais que j'aime bien les écritures alambiquées, alors qu'il y a des gens qui trouvent ça hyper chiant, et que moi j'adore ça, vraiment. T'as un vocabulaire un peu poussé, ce genre de truc, j'avoue que... Enfin, poussé, pas forcément... pas de technique, parce que le technique, je suis pas fanat, mais voilà, cette recherche du terme qui convient, j'avoue que c'est des choses qui me plaisent beaucoup, et je sais qu'il y a des gens qui sont complètement, qui trouvent ça hyper rébarbatif. Donc le tout, c'est que ça, pour moi, il faut que ce soit bien dosé, mais en même temps, ça veut rien dire non plus. Et là aussi, c'est un jugement qui est vraiment 100% personnel. Je serais incapable d'expliquer ce que c'est pour moi ce bon dosage. Et pourtant, il y a des bouquins aussi avec une écriture très contemporaine, ce que j'appelle très détendue du cul, alors Manu m'a demandé, mais ça veut dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est globalement, quand on a des bouquins où on a l'impression vraiment que c'est du langage oral qui a été retranscrit, où on a l'impression que ce qui a été difficile, c'est pas l'écriture au sens vraiment juste aligner des phrases, ça a été de construire l'histoire derrière. Et ça, je peux complètement être avec ce côté un peu gouailleur que certains détestent aussi. Moi, pour le coup, ça peut me parler, y compris donc dans des choses vraiment très contemporaines sur la façon de parler. Mais tant qu'on verse pas dans l'espèce de cliché, je suis désolée Jasmine Masse, mais on est un peu là-dedans dans ce bouquin avec son Hercule au féminin, avec la mythologie qui ressemble à rien, où on a parfois l'impression qu'on cherche à cocher des cases en gros pour caractériser un personnage, et où ça devient caricatural, quoi. C'est pareil quand c'est trop cynique, je trouve que vraiment je trouve ça paresseux, en fait. C'est paresseux et trop facile. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en effet, je suis assez d'accord que finalement, même dans le style, il y a des clichés. Il y a des trucs où on voit dans la façon d'écrire que c'est une façon d'écrire trop classique, quoi. Trop, voilà, on va mettre de la gouaille pour faire un assassin ou quelque chose comme ça, mais ça va être trop appuyé, ça va pas être assez fin ou je ne sais quoi. Qui fait que ça va moins bien passer que chez d'autres. Par exemple, tu vois, j'ai essayé, c'est un bouquin que Gillot avait chroniqué, c'était des oiseaux dans un ciel victorien, si je dis pas de bêtises, où je m'étais dit, pour le coup, voilà, ça c'est un peu c'est des trucs que je sais être pas forcément géniaux, mais que je peux me laisser aller à lire et à trouver sympa. Et vraiment, au secours, j'ai trouvé ça insupportable. Et j'ai trouvé que là, pour le coup, sur le dosage, pour moi, ça ne passait pas du tout. Il n'y avait rien qui allait, tout était trop poussé. C'est un peu un ingé son qui a des potards partout et qui mettrait tout au max, parce que vas-y, il faut que ça pète. Et vraiment, l'autrice, elle s'est amusée, il n'y a pas de doute sur la question. Mais ça m'a donné cette impression un peu qui du coup me rappelle des souvenirs, je pense, de rédac de collège, où t'en fais trop, parce que toi, ça t'éclate, mais en fait, ça n'amuse que toi, en fait. Et à contrario, je trouve que dans un style, je trouve qu'il y a des points communs, en tout cas, c'est Gail Carriger, que je qualifierais pas de grande littérature génialissime ou quoi, et en même temps, c'est des bouquins que j'ai adoré lire. J'ai passé des super moments, et j'ai trouvé que justement, elle était dans cette espèce de bon équilibre, où l'humour, je sais plus, il y a un moment où elle parle d'un perso qui les regarde un autre perso avec l'impression qu'on lui a filé une belette en costard ou un truc dans le genre, et je me souviens de me dire, voilà, ça, parce que il y a un truc qui est hyper personnel dedans, c'est cette petite image un peu débile, mais qui est créée avec un certain style, je trouve, voilà.
Là, pour moi, ça fonctionnait, mais c'est encore une fois cette histoire d'équilibre qui, je pense, est en vrai de l'ordre de, je sais pas, comme un dessert que quelqu'un trouvera trop sucré et que quelqu'un d'autre Mhm. trouvera pas assez sucré. C'est vraiment du perso et une histoire de goût, quoi. Pareil pour le dosage de l'humour, au final. Il y a des choses, la parodie du Seigneur des Anneaux, qui en français est traduit par The Lord of the Ringard. Mhm. Je sais pas si vous avez essayé de lire cette chose. Si, j'ai J'ai essayé, j'ai j'ai pas pas osé. continué. Et j'ai lu ça il y a longtemps. Donc à un moment, je pense que j'avais pas les mêmes critères qu'aujourd'hui. Et déjà à l'époque, j'étais consternée. Parce que globalement, c'est bite, poireau, quoi. Ok. Et sinon, il n'y avait pas mieux à faire, en fait. Voilà. Et pourtant, ce bouquin s'est vendu et je suppose qu'il y a des gens qui ont aimé ça. Donc, ouais, le dosage. Le dosage, c'est très personnel, mine de Mhm. rien, sur le style. Bon, après, cela dit, le style, ça fait pas tout. Effectivement, il y a le scénar aussi, Ouais. mine de rien. Là, pour le coup, le scénario, c'est quand même plus compliqué à estimer avant d'avoir fini la lecture. Donc, je sais pas si on est dans le dans le la section pendant la lecture, mais bon, il y a quand même quelque chose qui fait que même avant d'avoir tout lu, bah t'as un scénario qui va t'entraîner ou pas, que dès les premières pages, bah ça t'entraîne, ça t'as envie de lire la suite, ça t'intrigue ou je ne sais quoi, et ça te lâche qu'à la fin du roman. Euh, ce que je peux dire, c'est que c'est pas forcément un page turner où il se passe plein de trucs tout le temps, parce que ça c'est pas forcément symptomatique d'un bon scénario. Mais mais voilà, hein, quelque chose qui va t'intriguer, ça dès le début, ça arrive tout à fait. Et j'ai juste envie de faire un petit point sur le fait que le scénario pour moi c'est le seul des 3 critères où bah finalement il n'est pas indispensable pour avoir un bon livre. Ça m'est arrivé de lire des livres que j'ai trouvés excellents et qui avaient pas beaucoup de scénario. Enfin, moi, perso, niveau scénario, bah, j'aime bien quand ça se tient et puis qu'on n'a pas genre les twists, enfin, qui est très, que j'ai l'impression qu'ils sont très inspirés des séries américaines ou enfin des séries en général, on va dire, où en fait, quand on se rend compte que le lecteur ou la personne qui regarde va comprendre ce qui va se passer, donc en fait, on fait un twist qui a complètement rien à voir et puis c'est censé nous surprendre. Et puis moi, je suis là, oui, non, en fait, c'est pas logique. Et j'ai envie de dire, mais promis, en fait, ça va très bien si on arrive à deviner le scénario, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je peux faire un parallèle avec une série que j'ai regardée dernièrement, qui est la série sur Agatha Harkness. Bah, il y a très peu de surprises dans le scénario, si tu connais déjà un peu l'univers. Mais ça marche très bien. Enfin, j'ai binge-watché, puis j'ai adoré. Et puis je veux dire, mais enfin, ça marche, c'est pas grave si on devine vos plot twists, en fait. C'est plutôt... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est plutôt bon signe quand on arrive à deviner ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, Oui, la c'est pas surprise à de... tout prix, c'est pas Ouais. forcément Voilà. un bon truc. Il vaut mieux quelque chose de bien ficelé que quelque chose d'artificiellement changeant. Voilà, c'est ça. Sauf pour le tombeau scellé, là je pardonne tous les plot twists et les trucs alambiqués qu'elle nous fait parce qu'à la fin elle retombe toujours sur ses pattes. Ah ouais, Donc faut c'est que c'est voulu s'accrocher. et... Ouais, voilà, oui, c'est ça, c'est faut s'accrocher. Mais moi, j'ai Ah, bien aimé. faut vraiment s'accrocher. Ça, par exemple, je trouve que c'est une lecture qui est longue. Alors, j'ai lu que le premier, du Moi coup, donc aussi. Gideon la 9e. C'est ça, hein, c'est Ouais. Gideon Oui, la 9e, oui. le premier. Et j'ai trouvé que, ouais, enfin, bon, faut s'accrocher, quoi. Et ça, je peux comprendre que ce soit pas accessible pour tous les lecteurs, parce que ça te demande un investissement aussi qui est quand même particulier, et que ouais, enfin, enfin, au-delà du scénario, je trouve qu'il y a plein de choses qui, enfin, t'as l'impression que c'est vraiment une espèce de millefeuille et que je crois que j'ai commencé le deuxième et que j'ai pas réussi. C'était peut-être pas le bon moment. On en parlera aussi de ça, le moment. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était pas hyper accessible. Mais je te rejoins aussi. Enfin, je vous rejoins tous les deux pour le coup sur le scénar. Ça m'a surtout fait penser à un truc que j'ai lu il y a pas très longtemps. Alors pour vous donner, on va faire le test. Je vais faire le test avec vous. Je l'ai fait avec d'autres gens, donc vous allez me servir de cobaye. Vous avez une histoire, en gros, avec des sorcières nazies, en l'occurrence. Mais ouais, bref, je vous conseille pas ce bouquin. Mais bon, imaginons que vous avez des gentilles sorcières. C'est un peu un club du troisième âge. Et au milieu de ces gentilles sorcières, vous avez l'héroïne qui est donc des contacts avec ces sorcières-là. Il y en a une qui est hyper sympa et c'est genre un peu sa mère adoptive. Et vous en avez une autre qui est plutôt pas sympa et plutôt méchante. À votre avis, c'est laquelle la traîtresse ? La sympa. Ouais, moi, j'aurais dit la sympa.
Bah voilà. Et alors, autant vous dire qu'on s'y attend dès le début. Sauf qu'en fait, il n'y a rien qui est bien fichu. Hmm. Parce que, à la rigueur, en fait, c'est tellement gros, c'est tellement fait, refait, revu et re-revu, que, en fait, juste tu soupires, en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part. Et c'est là où, pour moi, il y a deux options, en gros, avec les scénarios. C'est soit t'as un truc qui est vraiment original, ou avec une vraie prise de risque. Et par prise de risque, j'entends pas forcément des trucs complètement dingues, mais un moment où, sur un schéma qui est plutôt classique, tu prends une tangente quand même, et tu introduis un truc qui est un peu qui sort de ce qu'on attend, ou qui en tout cas induit une prise de risque, on va dire ça comme ça. Un truc qui est construit de toute façon avec amour, parce qu'un auteur écrit, enfin sauf quelques-uns, mais globalement ils y mettent... écrire est quand même un processus long et douloureux. Et dans ces cas-là, je peux tolérer plein d'imperfections, et j'ai pas de problème avec ça. Ou alors quand on prend une histoire classique, très classique, il faut que ce soit parfaitement maîtrisé, sinon c'est mort. Enfin, ouais, en fait, sinon je m'emmerde. Si c'est, je trouve, je vais revenir à Pascale Quivigé, je trouve qu'elle ne réinvente rien de très très fou, mais elle raconte tellement bien. Ses personnages sont tellement humains, tellement solides, tellement... Bref, je les trouve tellement bien foutus. Et je trouve qu'elle a justement ces petits points où elle diverge un peu, qui sont dans l'ensemble tellement maîtrisés que ça fonctionne hyper bien. Alors qu'à côté de ça... Et encore une fois, parce que je lis des bouquins aussi que moi, toute seule, j'aurais pas été lire, que je lis parce que je dois les chroniquer. Il y a plein de... Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai trop lu et parce que c'est mon métier et que j'ai peut-être un regard aussi et que peut-être je me rends pas compte que mon regard aussi a changé à cause de ça. Mais je vois des fonctions narratives partout, en fait, maintenant. Je vois des scènes qui servent le scénario et rien d'autre, en fait. Qui sont fades, qui sont malmenées, qui sont juste là parce qu'il faut qu'il y ait ce truc-là dans le scénar, sinon ça peut pas avancer, ou qui sont au contraire tellement vus, revus et re-revus que... mais je comprends même pas que ça passe encore, en fait. Je pense à des scènes comme ça que je trouve calquées de films ou de séries, sachant qu'en plus, moi, l'audiovisuel, ça me parle pas du tout, elle l'attrape par la nuque et elle lui plante sa dague dans le bide, où tu fais, mais déjà, t'as jamais tué quelqu'un, à quel moment tu fais ça? Ensuite, vraiment, c'est juste un foutu cliché audiovisuel et ça n'a aucun... Enfin, ok, d'accord, quand tu le lis, peut-être... Il y a peut-être des gens qui trouvent ça génial, mais moi, j'ai juste l'impression que tu me fais un copier-coller de ce que tu as vu dans des séries et vraiment ça fonctionne pas. Et je trouve ça assez souvent maintenant dans un certain nombre de bouquins et ça me désole. Et je trouve qu'il y a effectivement beaucoup de bouquins où il n'y a pas de ce petit supplément d'âme au niveau du scénar, même en restant sur des choses classiques qui font que je pardonnerais beaucoup plus de choses en fait. Ouais, c'est marrant parce que ça me fait penser à un jeu que j'ai commencé il y a 2 jours qui s'appelle Slay the Princess, donc tuer la princesse. Et à un moment, en fait, si tu essayes de la sauver, le jeu va faire en sorte qu'elle te tue. Et c'est vrai que si tu joues si tu fais complètement le truc, alors ça spoil un peu, hein, si tu fais complètement le truc en mode où t'es persuadé que la princesse est innocente et naïve, quand elle te poignarde, elle se plante en fait. Elle te tue pas du premier coup parce qu'elle a jamais poignardé, enfin elle sait pas où viser et tout, et de jour tu meurs dans d'atroces souffrances et tout ce qui va avec, mais parce qu'elle ne sait pas comment bien viser. Donc là, par exemple, je trouvais que c'était un moment qui était super juste. Je veux dire, la nana, elle a un poignard, elle essaye de te tuer, mais elle n'y arrive pas du premier coup, parce qu'elle ne sait pas le faire. Oui, bah ouais. Mais je pense que c'est compliqué aussi. Il y a eu tellement de choses racontées que être original, déjà, c'est pas forcément simple, mais que l'originalité, elle va peut-être pas forcément se glisser dans la structure même, mais dans tout le reste, en fait. Dans toutes c'est pareil, on y reviendra après, mais les sous-couches, enfin, les personnages que tu plantes, la façon dont tu les traites, je pense qu'il y a plein de petits facteurs sur lesquels on peut jouer et que les structures narratives, globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, même s'il y a des façons de raconter qu'on n'a certainement pas expérimentées non plus, hein, mais c'est pas à portée de tout le monde non plus de jouer avec ces choses-là. Enfin bon, je sais que je suis incapable de ça. Écrire une histoire, je pense que ça va, mais parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi, mine de rien, dans le style, mais il y a aussi des façons d'écrire qui sont très particulières et qui, de fait, fonctionnent avec assez peu de gens en général. Donc le troisième critère que j'avais relevé, moi, c'était les personnages. Pour moi, un bon personnage, c'est un personnage auquel je me lie sentimentalement. Donc on y reviendra juste après, mais voilà, pour moi, il faut que ce soit un personnage qui soit haïssable ou adorable ou autre chose. Il doit me faire ressentir quelque chose pour lui, ou alors, finalement, on se désintéresse de son sort et du coup, tous tout ce qui peut lui arriver, donc le scénario essentiellement, va m'être un peu indifférent.
Donc clairement, c'est un mauvais personnage pour moi, c'est si je m'intéresse pas à son sort, ou alors que parfois aussi je vais le trouver trop stéréotypé ou trop écrit peut-être pour que je vois pas un vrai personnage mais un artifice d'écriture quoi. Et là ça a tendance à me faire très rapidement sortir du bouquin. Ouais. Ah, j'avoue, je suis assez d'accord aussi. Je repensais je crois pas que ça ait très bien marché, mais les bouquins d'Elizabeth Haydon, Rhapsody, Prophétie, Simi. En fait, le love interest masculin, enfin, au début, je crois les 2 premiers bouquins, il y est pas, puis il apparaît plus tard. Et genre, c'est limite, j'ai adoré les 2 premiers bouquins, mais après, j'ai fini par décrocher parce qu'il était tellement insupportable. Je t'aime, mais c'est un cliché ambulant affreux. Et ça m'a presque fait décrocher du livre, quoi. Puis, quand elle est censée ressentir des trucs parce qu'elle en souffre, qu'il soit blessé, je sais même plus ce qui se passe, t'es là, oh, enfin. Ouais, je vois. Mais oui, je suis assez d'accord aussi sur le perso. Quand tu as un bouquin où le perso t'indiffère complètement et que c'est le perso principal, c'est raide. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec le bouffon de la couronne, pour le coup. Moi, j'avoue que le perso principal, j'en avais rien à secouer, mais vraiment... Enfin, j'ai pas du tout accroché. Il y a rien qui m'a... Les autres persos, j'ai pas non plus accroché. Il y avait vraiment rien qui m'a permis, à ce niveau-là, outre ma déception pour tout un tas d'autres raisons. Mais ouais, oui, je suis tout à fait... Et là où... Donc oui, je vais reparler de Pascal Quivier encore, mais pour le coup, je me souviens de dernier qu'elle a, donc pas celui qui est sorti cette année que j'ai pas encore lu, mais celui d'avant qui était j'ai peur de dire une bêtise, les derniers jours du royaume de Sélim, ou un truc dans le genre, quelque chose comme ça en tout cas, mais bref, qui était un one shot. Je me souviens que quand je l'ai commencé, je m'étais dit en gros, oh, il est trop tard, je vais juste lire 2-3 pages, et vraiment, littéralement, en 4 pages, les persos, ils sont déjà campés, ils ont déjà du caractère, ils sont déjà... et évidemment, je me suis pas arrêtée à 4 pages parce que c'est pas possible. Et que c'est typiquement le genre de bouquin où je me dis, oh allez, encore un chapitre, et il finit par être 4 heures du matin. Mais je trouve qu'effectivement, ouais, sur ce côté-là, le personnage est vraiment... voilà, m'a vraiment happé à chaque fois. Parce que je trouve... Enfin, et tous les persos, parce qu'ils ont vraiment de la consistance. Il y en a un peu moins, mais globalement, l'essentiel de ces personnages sont vraiment consistants, quoi. Mais tu vois, sur le tombeau scellé, ça m'a aussi fait ça, en fait, avec... Alors, bon, Gideon, elle est ce qu'elle est, elle a son caractère un peu... enfin, voilà, elle fonce tête baissée, c'est un peu en mode la barbare, ce qui va avec, mais c'est un personnage que j'adorais, mais c'était pas mon personnage préféré. Mon personnage préféré, c'est Arrow, puis elle est absolument détestable, en fait, à la base. Et en fait, je sais pas, c'est un personnage auquel tu t'y attaches à mort, et puis voilà, enfin, moi, je me suis beaucoup attachée à elle, et puis bah, j'étais, oh, c'est trop bien, enfin, j'aime beaucoup ce perso, alors que, franchement, quand tu vois le truc de base, elle est absolument détestable. Elle est ignoble, ouais. Oui, c'est clair. Mais elle est super bien écrite, donc du coup, tu te dis, oui, bon, d'accord, ok. Oui, et puis je pense que c'est pareil. Enfin, ouais, c'est des choses qui, en plus, varient aussi avec nos sensibilités personnelles. Je sais que le personnage de Kane, de Karl Edward Wagner, qui est a priori quand même un peu un salopard sur les bords, c'est un perso, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi. Et pourtant, en plus, le style n'est pas d'une légèreté absolue. Il y a des trucs qui sont quand même un peu lourdingues. Et pourtant, j'ai adoré ce truc-là. Et oui, je sais que c'est un perso, moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, pour tout un tas de raisons. Et je suis même pas sûre d'être tout à fait capable d'expliquer, mais ouais, qui était... Et qui, pour le coup, effectivement, est pas spécialement un perso sympa. Mais tu comprends ses motivations. Enfin, je trouvais, moi, qu'on pouvait comprendre ses motivations. Ouais, peut-être finalement pour les personnages, quand on dit qu'on arrive à se lier sentimentalement à eux, c'est qu'ils nous paraissent cohérents par rapport à ce que nous on a, enfin, de ce que nous on voit quand on côtoie les humains. C'est qu'en fait, tu peux comprendre ses motivations, même si c'est, je sais pas, si c'est quelqu'un d'ultra niais et puis voilà, qui pourrait être insupportable, mais en fait, je sais pas, quand tu te rends compte de pourquoi le personnage est comme ça, t'es oh super, ou c'est quelqu'un de super détestable, mais avec des motivations que tu peux comprendre, solides. Oui, que du coup, pour moi, les personnages, finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important, parce que justement, ça transmet ces émotions, et que finalement, c'est un peu ça qui reste à la lecture d'un livre, c'est les émotions qu'on a ressenties pendant cette lecture. Et pour moi, alors, je vais prendre un exemple d'un auteur que je ne cite jamais dans ce podcast, qui est un auteur canadien qui s'appelle Guy Gavriel Kay. C'est un auteur qui, je trouve, réussit particulièrement bien ses personnages, et en particulier réussit à faire
passer des émotions à travers lui. Et comme tu disais tout à l'heure, Swiss, c'est que on sent ce que ressent le personnage. Et du coup, il a vraiment une crédibilité, et c'est ça qui est très fort. Et là où ça m'a le plus marqué, moi, c'est dans River of Stars, donc la rivière céleste, je crois, en français, où c'est un livre qui est entièrement sur la frustration entre ce qu'on sait devoir faire parce que c'est la bonne chose à faire, ou ce qu'on doit faire parce que notre honneur nous dicte de le faire. Et le personnage donc est central, est très sur l'honneur et enchaîne les mauvais choix pour conserver son honneur, et on est terriblement frustré parce qu'on sait que lui-même sait que c'est une connerie de faire ça, et il le fait quand même. Et vraiment c'est terrible, t'as envie de jeter ton livre de rage quand il prend son choix, et c'est absolument génial. Ouais, bah, par contre, tu vois, pour moi, les émotions, ça peut être à double tranchant, parce que je pense que là, tu as le truc, la rivière céleste. Bon, ouais, à ta place, je pense que j'aurais vraiment bazardé le livre contre le mur. Ça m'insupporte, ce genre de truc. Le nombre de fois où j'ai refermé des livres parce que la situation me frustrait, parce qu'un personnage prenait des décisions tellement alambiquées, ou pas logiques, ou aussi, forcément, où il y a des situations, j'étais non, c'est trop pour moi, émotionnellement, je ne peux pas lire ça. Bah oui, j'ai refermé des livres, donc ça peut être à double tranchant, en fait, quand tu... Mais attention, parce trop que dans les émotions négatives. En l'occurrence, c'est logique. On non, mais pour moi, ça l'est pas, parce que on comprend, mais... Son personnage, c'est normal qu'il fasse ça. Mais c'est un stratège de génie qui prend le mauvais choix parce que avant d'être un stratège de génie, c'est quelqu'un qui a un très fort respect de la hiérarchie, de la divinité de son empereur, etc., etc. Et qu'il fait ce qu'on lui dit de faire, quoi. Et, quoi, lis-le et dis-moi s'il te tombe des bras, ou si tu l'as acheté. Je vais regarder si je le trouve. Mais pour moi, alors, c'est pas le livre que j'ai préféré de Kay, mais au niveau intensité des émotions, c'était quand même très très fort. Mais je suis d'accord avec toi, ça fonctionne dans les deux sens. Il y a des livres qui nous tombent des mains, mais là, pour moi, c'est plus le style qui me fait quitter un livre que finalement la vacuité d'un personnage. Mais parce que le personnage, dans l'occurrence, en l'occurrence pour Guy Gabriel Kay, le personnage est bien écrit, le style est là, et du coup, on a ce personnage est crédible et n'est pas juste trop cliché ou autre. Oui, t'as de l'épaisseur quand même, quoi. Ouais. Enfin, c'est ça que et pour le coup, je crois, j'ai dû le lire, j'avoue que j'en ai des souvenirs moins marqués que toi, mais je ne suis pas une grosse fanatique de Kay, juste j'aime bien, et bon, j'avoue que les potentielles histoires qu'il peut y avoir m'ont pas mal retenu aussi, même si rien n'a été confirmé, mais bon, voilà, bref, je me méfie. Je trouve que, je trouve qu'il écrit... Enfin, je comprends ce que tu veux dire, en tout cas. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des personnages qui m'ont particulièrement agacé, mais je suppose que si. Puis je les retiens pas tous, parce que sinon les listes seraient beaucoup trop longues. Il y a beaucoup de personnages qui m'agacent. Mais oui, c'est vrai que des fois, tu comprends qu'ils fassent des mauvais choix aussi. Mais l'essentiel, c'est que ça soit cohérent, en fait, quelque part. Et suffisamment cohérent pour être crédible aussi. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais... Moi, j'ai compris. Bon, c'est l'essentiel. Après, moi, dans les trucs qui comptent, et on va rentrer dans des choses qui sont vraiment, pour le coup, je pense, très personnelles, et qui est quelque chose qui, pour ma part, a beaucoup évolué aussi avec le temps, qui joue beaucoup sur mon appréciation des bouquins aujourd'hui, c'est le sous-texte. C'est le fond. C'est ce qu'il y a derrière l'histoire, ce que ça dit de l'auteur ou de l'autrice, de sa façon de voir le monde, de ce qu'il pense. Parce que, d'une part, je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, et c'est très orienté de dire en gros qu'on est neutre et qu'on on ne prend pas parti pour tout un tas de choses, et que j'ai beaucoup de mal aussi avec et on en a eu énormément en fantasy, des bouquins dont le propos en tout cas va se résumer globalement à tout ira bien une fois qu'on aura le bon postérieur posé sur le trône, ou ce genre de trucs. Des choses où il y a vraiment aucune réflexion, enfin de mon point de vue aucune réflexion, où on nous c'est un des gros soucis
La SF a moins ce problème-là, je crois, parce que, et je vais dire des mots qui vont froisser certainement des gens, mais la SF est éminemment politique, en tout cas beaucoup plus, et assume beaucoup plus ce côté-là, là où la fantasy est beaucoup plus timorée là-dessus, alors qu'en réalité, là encore, je sens qu'il y a des gens qui vont adorer ce que je vais dire, mais tout est politique. Et vos loisirs, même si vous n'avez pas envie de le reconnaître, et vous avez le droit de bouder là-dessus, mais le fait est que tout est politique, y compris ce qu'on écrit. Et les histoires qu'on raconte en fantasy sont aussi politiques. Et je trouve et c'est là aussi où on a pu se poser, où vous avez pu vous poser la question dans le podcast il y a un petit moment sur la fantasy est-elle réactionnaire? Il y a quand même tout un tas de trucs, de motifs en fantasy qui, moi, vraiment me désolent et m'ennuient profondément. Notamment sur ces histoires de pouvoir. On a très souvent des histoires de pouvoir, de structure pyramidale avec, en gros, le méga héros, le méga général, sans qui tout est terminé. Et vraiment, je trouve ça hyper chiant. Le fait d'ériger des héros avec vraiment une figure héroïque où, en gros, sans lui, rien ne se résout, je trouve ça hyper pénible. Parce que c'est tellement éloigné de la réalité. Et en fait, c'est juste des histoires où on se dit, j'aimerais être à cette place-là. Seulement, on n'est, je pense, jamais à cette place-là. C'est une place qui n'existe pas. Et c'est une place qu'on réécrit une fois que l'histoire, en tout cas dans la réalité, une fois que l'histoire est passée et qu'il n'y a pas de héros solitaire. Ça n'existe pas. C'est mon avis. Il y a peut-être des gens qui pensent le contraire. Bref. Mais ouais, je sais que moi, aujourd'hui, de fait, c'est le sous-texte et le côté politique, en réalité, ouais, vraiment le côté et pas et quand je parle de politique, je parle pas de parti politique. Je parle vraiment du sens politique au sens étymologique entre guillemets de la vie de la cité. Mais encore une fois, ouais, qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans vos histoires? Et si vos histoires, c'est encore raconter comment machin chouette et bidule truc se foutent sur la gueule pour récupérer le trône, voilà. Et je trouve qu'on est toujours dans ce narratif de être le meilleur, et je trouve que voilà, c'est pas intéressant, c'est chiant, et ça n'apporte rien de bon. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'autre chose que ça. Et c'est quelque chose auquel, effectivement, aujourd'hui, je prête beaucoup plus attention qu'avant, qui fait qu'il y a des bouquins que j'ai envie vraiment de cramer, parce que je trouve que c'est d'une pauvreté. Et je trouve souvent qu'on est malheureusement aussi à un degré de pauvreté assez marqué. C'est ce qui m'a beaucoup embêté, notamment dans le bouquin dont Suisse parlait tout à l'heure, qui a eu le prix Babelio de l'imaginaire, La petite boutique de sortilèges, c'est le vide intersidéral. Il n'y a rien. Et pourtant, il y a plein d'éléments qui auraient pu donner, et je ne parle pas, encore une fois, d'écrire des traités interminables et des trucs hyper hardcore, et hardcore au sens compliqué, hein, mais je pense qu'il y avait des petites choses à écrire. Enfin voilà, il y avait plein de petites ficelles à aller tirer qui rajoutaient de la vie et de l'épaisseur au texte et qui ont été complètement négligées parce qu'on voulait juste un effet prends un morceau de sucre avec un peu de chocolat et mange-le, quoi. Pour dire, je pense que le personnage qui était le plus intéressant et qui a le plus d'épaisseur, c'est la poule. Ouais, c'est bien possible. Littéralement, enfin. Ouais. Parce que la poule, elle a le culot de s'enfuir, elle a le culot de venir narguer le personnage principal et de se renfuir. Voilà. Oui, sinon le reste est absolument juste. Voilà. Et je trouve que c'est un des gros points aujourd'hui, moi, qui m'embête dans pas mal de bouquins. Et il y en a plein aussi qui racontent des choses et c'est. Et je réitère aussi le fait que qu'il faut pas oublier que c'est des. Je pense que je vais les répéter dans plein de numéros. Faut pas oublier non plus que dans les bouquins qu'on lit, il y a des morceaux de l'auteur, quoi. Et que ce qu'on lit, c'est. Voilà. Et moi, je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de lire aujourd'hui, de gens dont la pensée ne m'intéresse pas et dont les histoires m'intéressent pas non plus. Et je sais qu'aujourd'hui, ouais, ça compte beaucoup sur mon appréciation d'un bouquin. Et qu'il y a des bouquins que j'ai lus jusqu'au bout parce qu'il fallait, mais que sinon, j'aurais vraiment arrêté très vite, quoi. Parce que c'est des choses que j'ai plus envie de lire. Et que peut-être avant, j'aurais trouvé ça bien. C'est vrai que c'est rigolo, c'est quelque chose où, en tout cas, je pense, consciemment, je fais pas forcément très attention. Mais tu vois, j'étais en train de réfléchir à quel était le dernier livre, un peu comme tu décris, très manichéen ou avec en effet un récit initiatique peut-être classique pour amener l'élu au bon endroit, que j'ai lu. Et en fait, je ne sais pas. Je me souviens pas d'avoir quoi. Si j'ai lu La Belle Gaillarde quand j'avais 18 ans. J'ai lu Tad Williams, l'Arcane des épées, où l'un comme l'autre, c'est ça, mais c'est des livres que j'ai lus il y a
il y a 20 ans tous les deux. Depuis, je suis pas sûr d'en avoir lu beaucoup. Et du coup, ouais, j'ai pas quoi. Ensuite, c'est aussi parce que encore une fois, je repars sur la première partie de notre podcast. J'écoute ce qu'on me dit et je lis ce qu'on me conseille et je pense avoir des gens de qualité là-dessus pour me conseiller. Je lis globalement pas de livres que je trouve franchement mauvais, mais du coup, parce que j'ai pas la même abnégation que vous deux au niveau des chroniques du site. Je vous en remercie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où je comprends tout à fait ton point et je m'auto-congratule de ne pas être tombé sur des cas de conscience. Après, tout se prête pas, et encore une fois, hein, je tempère aussi, hein, tout se prête pas à forcément des développements très très poussés, mais tu vois, quand je pense à Terry Pratchett, que pour le coup j'ai pas lu pendant des années parce que j'avais pas accroché la première fois, et que j'ai lu l'année dernière, je crois, que j'en ai enchaîné plein, je crois que j'en ai lu 16 ou 17 à la suite, où pour le coup c'est plutôt bien emballé, mais il y a plein de choses politiques dedans, et pourtant c'est une lecture qui est plutôt légère, enfin je veux dire, Pratchett c'est divertissant, c'est pas, tu lis pas un traité politique, mais il y a plein de choses dedans. Et pour le coup, alors c'est moins marqué dans les premiers, parce que je pense que c'est pareil, il y a l'évolution de l'écriture, etc., et de plein de choses, et qu'il a étoffé son monde au fur et à mesure, mais t'as vraiment ce côté... Enfin, il y a de l'épaisseur dans le bouquin. Il n'y a pas juste une histoire. Et des bouquins où il y a des trucs dedans. J'en ai quand même lu aussi récemment. Il y avait Starling House, qui pourtant n'était pas parti pour me plaire. Et ben pourtant, il y a notamment un discours social dedans qui est assez intéressant. L'éveil du palazzo de Léo Henry, il y a plein de choses aussi. Et c'est que moi, je trouve hyper intéressante. Et d'autres qui m'ont profondément déçue. On en reparlera peut-être aussi après. Mais voilà. Mais il y en a. Et je demande pas forcément des trucs... mais encore une fois, une certaine conscience de... qu'est-ce que je suis en train de raconter et qu'est-ce que ça veut dire ce que je suis en train de raconter. Voilà. Et je crois que Pratchett était très conscient, parce que moi, en tout cas, Pratchett, je vois régulièrement passer... moi, j'ai très peu lu Pratchett, hein. J'ai lu Good Omens, ce qu'il a écrit avec l'autre, dont on ne citera pas le nom, et j'ai lu Mortimer, mais par contre, je vois souvent passer régulièrement sur mes réseaux la théorie des bottes du capitaine... comment il s'appelle? Vimer. Ouais. La théorie du bot du capitaine Vimer, et des fois, c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de l'utiliser, parce que je trouve qu'elle est tellement criante de vérité, et que tu peux tellement l'ancrer facilement dans notre monde que ouais, ok, c'est léger, mais ça t'appelle à réfléchir. Oui, et puis il y a plein de choses. Et effectivement, c'est pas enfin, soit tu as tendance à aller chercher ces trucs-là, ce qui est aujourd'hui mon cas, effectivement, où j'essaye d'analyser, entre guillemets, ce qu'on me sert et d'essayer de comprendre. Mais tu peux aussi juste voir, enfin, ne pas forcément y faire attention plus que ça. Je trouve que c'est dommage parce que quelque part, hein, je trouve qu'on perd un peu quelque chose. Mais ouais, je trouve que chez Pratchett, pour le coup, c'est pas... Voilà, il y a plein de choses, ça fait des pistes de réflexion, et c'est ça aussi, enfin, oublions pas que la littérature, c'est de l'art, et que l'art, c'est aussi fait pour susciter des trucs chez son lecteur, quoi. Enfin, en l'occurrence, là, des lecteurs. Mais voilà, je trouve que essayer de faire réfléchir dans des directions qu'on n'explore pas forcément tout seul, d'autant plus qu'on est dans de l'imaginaire, donc ça, voilà, on a la possibilité d'aller chercher plein de trucs. Je trouve que quand la fantaisie, elle va un peu regarder du côté de l'utopie, il y a des trucs intéressants. Parce qu'on peut proposer plein de choses. Il y a plein de choses à imaginer. Enfin, on est dans l'imaginaire, quoi. Il n'y a pas de limite. Et pourtant, on tourne toujours sur les mêmes trucs. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, moi, c'est quelque chose, effectivement, qui pèse un certain poids. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas lire des trucs légers où il n'y a pas grand-chose dedans. Mais s'il n'y a vraiment rien, j'ai plus de mal. J'ai été surprise pour le coup d'ailleurs des parutions, c'est Le Rayon Imaginaire, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a publié du coup La Dame Renard il y a pas très longtemps et qui avait fait Le Chant des Noms aussi de Jedediah Berry, parce que je crois que ça appartient à un très gros groupe très orienté, enfin en tout cas dont les possesseurs sont très très orientés et qui pour le coup ont des discours qui sont vraiment... Bon, il ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe au Rayon Imaginaire, mais où on a des réflexions, et ça se voit de toute façon. Je pense que la fantaisie aujourd'hui par rapport à ce qui se faisait beaucoup plus il y a 25 ans, ne serait-ce que la question de la place des femmes, des rôles féminins, ça a beaucoup changé. Notamment, d'ailleurs, dans les trucs que je repère aussi, c'est les rôles féminins. Qu'est-ce qu'ils font des rôles féminins? J'avais une autrice là qui faisait de la moitié de ses persos féminins, quand elles s'énervent, elles sont hystériques. Par pitié, quoi. Est-ce qu'on peut pas arrêter ça, quoi? Et qui sont littéralement qualifiés d'hystériques dans le bouquin. Voilà, on repart dans les clichés qui remontent
au XVIIe siècle. Ouais, c'est pas récent. Mais tu vois, pour revenir sur le fond politique, moi j'avais lu, je pense qu'on peut le qualifier d'urban fantasy, La dernière tentation de Judas, qui est paru à la Talente, et puis je l'ai lu par intérêt professionnel, et en fait j'ai adoré parce que le sous-texte politique m'a vachement marqué, et c'est encore, vu ce qui s'est passé ces derniers temps, un truc où je me disais, mais en fait, l'auteur a vu ce qui se passe dans les cas dans nos cas réels, en fait, avec alors ça parle de Judas et des apôtres et tout, et en fait ils sont à notre époque, et à un moment quand ils sont confrontés à des gens de notre époque et ils leur disent qui ils sont, en fait ils ont leur apparence véritable d'il y a 2000 ans d'avant, donc ils sont basanés comme ils devraient l'être, et les gens les prennent pour des imposteurs ou des terroristes. Et je me dis, c'est tellement juste ce genre de réaction que je me dis, mais moi ça a été vraiment un de mes coups de cœur pour ça, parce que je trouvais que c'était très malin et très bien observé dans l'écriture. Ce serait pas un auteur suisse en plus? Oui, c'est pour ça qu'à la base j'ai lu par intérêt professionnel, et puis après c'était vraiment par intérêt personnel, parce que j'ai adoré à ce niveau-là. Alors pour ceux qui se posent la question, du coup l'auteur c'est Philippe Battaglia. Battaglia, je crois que Battaglia, pardon. Ouais. Mais en tout cas ça s'écrit Battaglia si vous cherchez. Oui, ça s'écrit Battaglia. Mais peut-être, voilà. Moi j'ai Battaglia, pardon, désolée. Pardon, non mais tu as raison. Tu as raison. Voilà. Bon, après, si on passe à des choses plus légères, il y a aussi le dimension que Gillot nous signalait, c'est la dimension du plaisir coupable en cours de lecture. Des trucs qu'on apprécie comme un burger, finalement qui assouvit un peu la même chose qu'une envie soudaine d'un burger tout à fait diététique, bien sûr, avec des bonnes grosses frites bien grasses, et que finalement, c'est le plaisir brut du moment et ça va pas chercher bien loin. Mais en même temps, c'est satisfaisant aussi pour ça, parce que c'est juste ça qu'on cherche. Et ouais, en vrai, oui, ça fonctionne. Et clairement, ce plaisir coupable, ça rejoint ce que tu disais, t'as esquissé tout à l'heure sur le moment, en fait. Finalement, l'envie du moment. Il y a des fois où on n'a pas envie de quelque chose de bien écrit, comme on peut dire, ou de qualité. On a envie de quelque chose de léger. On a envie de quelque chose de qui nous fasse pas réfléchir. Et voilà, il y a ou qui nous donne pas l'impression qu'on réfléchit. Exactement. Qui demande pas forcément d'investissement. Parce que pour revenir au titre qu'on a pu citer avant, notamment Gideon la 9e, par exemple, c'est un bouquin qui effectivement demande de l'investissement, et il y a des moments où vraiment t'es pas capable de ça, quoi. Où il vaudra mieux quelque chose de plus accessible, et où effectivement tu te prendras moins la tête. Ça veut pas dire qu'il y aura moins de fond, mais qui sera, effectivement, ce qui dépend de tes ressources, on va dire, du moment. Alors, c'est vraiment pour mon cas, le cas un peu particulier où là, dans mon boulot, on est un peu en pleine rentrée littéraire. Donc les livres, je suis un peu au stade où je ne peux plus les voir en peinture parce que j'en ai trop sous les yeux. Et donc là, j'emprunte des livres qui sont pas trop longs, où je me dis, ça va, c'est pas trop long. Parce que il y a des pavés de 100 pages que j'ai envie de lire, mais je suis là, non, en fait, j'ai juste pas envie. Donc du coup, je prends des trucs comme La Maison des Jeux en pensant que ça va juste me servir pour m'endormir, mais non, je reste réveillée parce que c'est bien. Mais c'est vrai que là, typiquement, je sais que maintenant, tu peux me dire, ah oui, j'ai lu un livre de 500 pages qui est trop bien, vraiment, ça révolutionne toute la fantaisie, je vais être là. Non, laisse tomber, je le lirai dans 6 mois quand ce sera passé. Du coup, finalement, est-ce que le plaisir, c'est vraiment le fait que, c'est vraiment relié au fait qu'un livre est bon ou pas? Là, encore une fois, on retombe sur cette question de qu'est-ce que c'est qu'un bon livre. Est-ce que juste un bon livre, c'est pas un livre qui nous fait plaisir au moment où on le lit? Mais du coup, on va faire le tour de tout ça, en fait, une fois qu'on a fini de lire un livre. Parce que qu'est-ce qui nous ont... Alors, parce que il y a tous les trucs qu'on repère quand on est en cours de lecture, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas un jugement aussi après coup, une fois qu'il a été lu et digéré, une fois qu'il est plus loin? Voilà. En gros, je sais pas vous... comment vous digérez entre guillemets vos lectures, et à quel moment vous vous dites que vraiment c'était un bon bouquin? Je sais que, en tout cas, Gillot, il a dit que c'est un livre qui, non seulement ça reste dans nos mémoires, mais aussi c'est des livres qui vont nous servir de point de repère et de comparaison. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord. Parce que des fois, quand on lit des romans qui ont des points de comparaison avec des livres qu'on a adorés, on est là... aurait pu mieux faire ou pas, mais il ou elle a mieux assuré à ce niveau-là. Mais ça marche à l'inverse aussi, ça pourrait être ah oui, mais ça aurait pu être pire. Je me souviens, j'ai déjà lu pire. Et celui-là, tu t'en souviens, le pire livre que tu as lu de ta vie?
Mhm. Là, Geeks aurait eu plein de Le choses génie à dire. Grandet. Oui. Bah oui aussi, ouais, Voilà. ouais. Ah ouais, non mais... C'est vrai que moi, de mon côté, je me dis, un bon livre, c'est un livre que je me dis, je vais le relire dans quelques années. Je le fais jamais. Hein. Je me dis, ah oui, il est trop bien, je l'achète. Donc, je vais le relire dans quelques années. Après, c'est vrai que moi, j'ai une approche peut-être aussi un peu différente. Par exemple, L'Arquier, tu l'as peut-être aussi ou tu l'as eu. Moi, généralement, les livres que j'aimais, je vais les acheter pour ma bibliothèque personnelle. Parce que, en fait, je les achète pour ma bibliothèque pro, je les lis et si j'ai bien aimé, je vais les acheter pour moi. Donc, par exemple, La Maison des Jeux, je pense que je vais l'acheter si la fin me déçoit pas trop. Et puis c'est vrai que par contre, il y a quelques exceptions, certains auteurs où ils sortent un bouquin, j'achète les yeux fermés, parce que voilà, comme Shannon, Faure, un certain Emmanuel Chastelière. Voilà. Mais globalement, c'est un livre que je vais aimer, je sais que c'est un livre que je vais mettre dans ma bibliothèque après, bibliothèque personnelle après. Moi, globalement, un bon livre, ça va être plutôt quelque chose que je vais souvent acheter aussi si je l'ai pas acheté avant. Et peut-être le critère numéro 1 pour moi, si j'ai trouvé un livre bon ou pas, c'est si j'ai envie de le faire découvrir à quelqu'un d'autre. Et en particulier, si je vais l'acheter, c'est pour pouvoir le prêter souvent. Moi, je suis pas très regardant sur l'état du livre, typiquement. Alors, il y a certains beaux livres. Je vois Erkek Jeter qui m'a lancé des éclairs à travers son écran. Mais moi, je lis beaucoup dans les transports, donc de toute façon, les livres, je les défonce quand même un petit peu. J'ai une édition hardcover je crois, c'est Hours of Midnight, le 12e tome de La Roue du Temps que j'avais dans mon sac à dos sous un orage complètement terrible. Et quelque part, ça fait partie de la vie de ce livre. Il a toutes les pages gondolées et je l'aime bien comme ça. Je comprends. Et du coup, je prête très volontiers mes livres. Et peu importe si ils sont dans un état un peu moindre après ou pas, mais voilà, j'aime acheter un livre qui m'a plu pour pouvoir le prêter, ou alors pour pouvoir l'offrir, ou pour l'offrir, etc. Mais voilà, un bon livre pour moi, c'est un livre que j'ai envie de faire découvrir. En fait, je crois que je suis un peu comme ça, parce que moi, je l'achète pour une bibliothèque perso pour que mes amis ou ma famille les voient et se disent tiens, j'ai envie de le lire. C'est même pas pour le relire, c'est pour le faire partager plus loin, mais je le dis pas comme ça. Parce que moi, j'achète quasiment pas de livres. Ah oui. Le truc, c'est que les bibliothèques, c'est bien. Et puis, j'ai pas vraiment les moyens en fait d'acheter des bouquins, donc en fait, même d'occasion. Donc c'est très rare que j'en achète. Mais sinon, ouais, je lis beaucoup en bibli, donc du coup, j'ai moins. Enfin, ça me dédouane aussi de ce rapport un peu. Plus, je suis pas spécialement maniaque, mais avec les bouquins, c'est vrai que j'ai un rapport physique au livre qui est un peu particulier, enfin, qui est comme pas mal de gens. Ouais, j'aime pas qu'on abîme mes livres. Si moi je les flingue, c'est mon problème et ça me regarde, mais du coup, mais je suis assez d'accord aussi sur le côté conseiller des bouquins. En général, je conseille des trucs que moi j'ai vraiment aimé. Je suis souvent très déçue parce que ça m'est arrivé d'envoyer des listes. Bref, des listes de bouquins en me disant allez, et les gens vont retenir des trucs que je trouve qui étaient bien, mais qui n'étaient pas ce vers quoi j'espérais qu'ils iraient. On m'a demandé, de temps en temps, j'ai des potes qui m'ont demandé des conseils pour offrir des bouquins à des gens, et j'étais toujours très déçue de ce qu'ils sélectionnaient dans ma liste, parce que j'essaie de proposer des trucs classiques et des trucs qui ne le sont moins, et en général, ils choisissent les trucs ultra classiques, et bref, ça me déprime. Du coup, j'ai arrêté d'essayer de partager ça. Moi, je laissais tomber. Quelques personnes à qui j'essaie de faire des recos. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche moins bien. Mais après, oui, de fait, donc j'en achète peu. J'ai un peu le même côté que Suisse, par contre. C'est certains bouquins que j'ai vraiment beaucoup aimés, je les ai achetés après coup, alors que je sais que je ne les relis pas. Parce que moi, pour le coup, c'est même pas je relis pas souvent, c'est je ne relis rien. En fait, je déteste ça. Je ne relis que quand je suis payée pour, en fait, sachant que mon métier... Donc, je déteste relire, mais je suis obligée de relire les textes sur lesquels je travaille, je les lis 3 fois. Enfin, moi, c'est mon fonctionnement, je les lis au total 3 fois. Et je peux vous assurer qu'on n'a pas le même rapport à la lecture quand on doit, par exemple, lire un tome du Livre des Martyrs 3 fois en 2 mois. Oui, c'est du vécu. Déjà, c'est pas mal d'être capable de lire une fois. Moi, je pense que j'ai un rythme de lecture où je vais lire... En 2 mois, c'est à peu près un tome du Livre des Martyrs. Oui, mais toi, c'est pas ton boulot. Moi, il fallait que je lisais parce que c'était mon taf. Je les ai corrigés à partir du tome 3. Ça a été des grands moments de souffrance aussi, parce que j'avais des délais très courts. Mais bref, peu importe, c'est pas ça la question. Mais le fait ce rapport-là de relecture est vraiment très très différent, et je ne relis pas pour le plaisir, c'est très très rare. Sauf dans des...
Alors soit parce que je suis en vacances et ça ne m'arrive plus parce que maintenant je prends plein de bouquins, soit c'est parce que j'étais partie en vacances et que j'avais plus rien à lire, j'avais déjà tout lu donc j'en relisais un parce que j'avais que ça à faire. Mais soit par accident et dans ces cas-là je laisse tomber au bout de 20 pages parce que je me rends compte que je l'avais déjà lu et je m'en souvenais pas forcément. Ce qui est Je pas crois que le forcément seul bon, bouquin. bon signe en plus. Non, c'est juste que j'aime pas relire des trucs que j'ai déjà lus parce que je sais pas, j'aime pas ça. Même des bouquins que j'ai aimés. Aussi curieux que ça puisse paraître, je crois que le seul que j'ai relu sur ces 20 dernières années, c'est Wonderful de Sabrina Calvo, pour le coup, qui a vraiment une place particulière pour moi pour tout un tas de raisons. Et pour autant, effectivement, je garde les livres que j'ai vraiment aimés, ce qui est complètement débile parce que je sais que je les relirai pas. Donc, c'est ce qui est une logique quand même assez particulière. Mais c'est ceux qui m'ont vraiment laissé une impression durable, effectivement. Même quand je suis souvent incapable de me souvenir de l'histoire parce que je les ai lus il y a je sais pas combien de temps et que je lis quand même beaucoup. Donc il y a un moment où tout retenir pour moi c'est pas possible. Et ceux que je garde, c'est ceux qui ont le plus gros impact, on va dire. Du coup, j'ai les bouquins de Dunsany, les recueils de nouvelles, je les ai lus. Je les avais empruntés, je crois, et je les ai rachetés plus tard. Howard, je les ai empruntés, je les ai achetés plus tard, et j'y ai toujours pas touché, ils sont juste là dans un coin. Voilà, ces trucs-là. Dans les trucs qui m'ont marqué, je sais qu'il y a un bouquin comme ça, sur lequel j'ai eu un rapport assez particulier, c'était Que passe l'hiver de David Brie. Je pense que c'est le premier bouquin, enfin c'est le premier de lui que j'ai lu. Et j'écoutais Wardruna quand je le lisais. Et pendant 2 ans, je crois, vraiment, pendant 2 ans, j'ai été incapable d'écouter Wardruna sans penser systématiquement au roman. Et sans replonger systématiquement dans l'ambiance du roman. Ce qui fait que c'est un bouquin que j'aime encore beaucoup recommander, alors qu'en vrai, je m'en souviens pas tant que ça. Mais je sais que j'avais adoré et qui m'avait fait un effet assez fort. Mais donc, ouais, je crois que le côté recommandation aussi est un bon critère finalement. Mais je crois qu'au global, surtout, enfin, il faut pas oublier qu'on juge la qualité d'un livre aussi en fonction déjà de notre parcours de lecteur. Parce que je pense qu'il y a des bouquins, moi, que j'ai aimés il y a 20 ans, que j'aimerais pas aujourd'hui, que je trouverais certainement, un peu nuls. Notamment en fantasy, quand on a lu beaucoup de fantasy, je pense qu'il y a des choses auxquelles on est peut-être moins, qu'on a peut-être moins envie de lire, notamment des choses très classiques, ce que j'appelle moi des Tolkieneries. Il y a un moment, lire 150 Tolkieneries, on s'ennuie un peu, quoi. Mais je crois qu'il y a aussi, effectivement, le moment où on lit, ce dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi tout ce qui va autour, l'âge qu'on a, ce qu'on vit à ce moment-là. Il y a des moments où on est plus ou moins dispo pour certains trucs, et des fois, il y a un texte, on sait que c'est juste, on le commence et on sait que là, à ce moment-là, on n'est pas capable de l'apprécier, mais qu'à un autre moment, ça peut être un vrai coup de cœur ou des choses comme ça. Et puis, nos sensibilités, elles évoluent, nos goûts, ils évoluent. Donc finalement, la définition même d'un bon bouquin, je pense, pour chaque personne, c'est même pas une définition qui est vraiment stable, en fait. Enfin, qui est vraiment, rien n'est gravé, dans la pierre, tout va être potentiellement bouger. Je sais pas si il y a des bouquins que vous avez aimés et qu'aujourd'hui vous vous dites, franchement, je pense que j'aimerais plus. Et moi, un des bouquins qui m'a remis à la fantaisie, j'avais entre 18 et 20 ans, c'était je crois que c'était 18 et 20 ans, enfin bref, c'était Brentwick's, la trilogie de l'Ange Noir. Et franchement, moi j'avais adoré, c'était mon gros coup de cœur. Et je pense que si je le relis aujourd'hui, mais je suis, oh mon Dieu. Et puis par exemple aussi tout ce qui est Nom du vent et tout, je les adore, j'ai les éditions collector et tout ce qui va avec, mais je suis pas sûre que je les aimerais toujours. J'aime beaucoup tout ce qui va toucher à l'univers. Par exemple, j'écoute un groupe qui est très inspiré de cet univers, mais je suis pas sûre que je vais y retourner, sauf quand il daignera enfin sortir à la fin, même si je pense que ça n'arrivera pas. Mais voilà, je suis pas sûre que j'apprécierais autant les premiers volumes que ce que j'ai apprécié quand je les ai lus. Moi, clairement, La Belle Guerriade que j'ai lu quand j'avais 16 ans, j'en garde un bon souvenir, je me risquerais pas à le relire. Et je pense que la probabilité que je le trouve encore bien est quand même relativement faible. Si tu savais les trucs que j'ai pu lire. J'ai lu les bouquins de licence de jeux de rôle à l'époque. Donc les Lance-Dragons, moi j'en ai bouffé plein. Je pense que les premiers sont encore un peu sympas. Mais je pense que je crois que les 6 premiers sont bien, et au-delà à partir du 7-8e tome, ça commence un peu à s'embourber. Et j'ai lu d'autres trucs qui, je pense, n'ont aucun intérêt. Mais sur le moment, c'était ça que j'avais envie. Et puis, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait devant moi. Donc, voilà, il fallait que j'en lise d'autres. Puis après, je suis tombée sur des trucs bien, donc ça va. Mais
Je sais, quand j'avais 13 ans, j'ai trouvé par hasard, je peux dire c'est le volume 3 de Drit d'Urden à la bibliothèque, parce que la bibliothécaire n'avait pas compris que c'était une série qui suivait, donc elle avait que le tome 3. Et genre, j'avais adoré, je trouvais que c'était super bien. Mais j'ai relu, dans un temps, j'étais... Oui, bon, ben voilà, je comprends pourquoi ça a plu à la moi de 13 ans. C'est ça. Je crois qu'à 13 ans, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Moi. Oui, moi aussi, mais en fait, ça découlait de ma lecture du Seigneur des Anneaux. Je faisais un truc avec des elfes. Ouais, et puis on fait des erreurs après. Après Le Seigneur des Anneaux, on fait des erreurs, et après, ça va mieux. Oui, mais au final, à ce moment-là, pour toi, c'était un bon livre. Oui. Le tout, c'était de ne pas le relire. Parce que tu savais, en le relisant, que ce serait plus un bon livre. Mais ça m'empêche pas que les Draux, c'est genre ma race préférée dans Donjons et Dragons. Donc voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça, du coup ? C'est quoi un bon livre, alors ? Est-ce qu'on peut citer le forum ? Parce que je sais plus qui c'est qui a mis ça. Oui, moi, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Oui. Alors, du coup, j'ai été obligée d'écrire un peu plus parce que, du coup, la blague était éventée, quoi. Mais c'est quoi un bon livre ? Ouais. Bah moi, je crois qu'en vrai, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, un bon livre, c'est le livre qui vous plaît, quoi. Pas beaucoup plus. C'est ça, et qui vous plaît à un moment. Et finalement, au moment où vous le lisez, il est bien, c'est un bon livre, et puis voilà. Alors, si vous avez envie de le recommander, c'est quand même un petit plus quand même pour moi. Oui, mais c'est pareil, tu peux trouver qu'un livre est... Oui, en fait, c'est ça. Après, il y a des gradations. On peut faire des gradations entre un livre sympa et un livre qui est vraiment bon. Mais finalement, est-ce que c'est pas juste le plaisir de lecture qui est le plus important ? Question de point de vue, mais finalement. Parce que c'est bien de lire des livres chiants, mais c'est quand même pas très fun. Ça permet d'apprécier plus d'autres livres, peut-être. Ouais. Le côté faire valoir. Je sais pas si ça vaut l'investissement, quand même. Mais oui, globalement, ouais, je pense que surtout, qu'on ait un peu moins tendance à juger les lectures des autres et à se dire que finalement, on va tous vers des bouquins qui nous parlent à nous et qu'on a des grilles de lecture qui sont différentes, que parfois ça se retrouve et parfois moins, et que finalement, c'est pas bien grave. C'est ça. Avant tout, lisez ce que vous aimez. Exactement. Et venez nous en parler sur le forum. Venez nous dire ce que c'est pour vous un bon livre. Eh bien, je crois que nous arrivons au bout de cet épisode d'Elbakin. Tout à fait. Bonne soirée à tous. Que nous aurons mené à 3. Oui. Voilà. Alors, bonne soirée à tous. Le premier épisode sans Geeks depuis très très longtemps, je pense. Ouais. Parce que Geeks a été le plus présent dans les podcasts depuis la création. Mais peut-être qu'on aura un souci d'enregistrement et on sera obligé de le réenregistrer avec lui. Peut-être. Donc il va devoir revenir. Et on se reverra mercredi soir pour réenregistrer. Non, pitié. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à bientôt. À bientôt. Enough, Reggie. À moi l'aventurière qui doit sauver le monde.